Je vous propose maintenant de passer la parole à Zakaria Berhada, donc, qui a conçu, lui, un modèle de référence, le Workforce Operating System, qui est un véritable cadre de gouvernance pour la fonction. Zakaria, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, déjà qui vous êtes, et puis qu'est-ce que c'est que ce WFM OS, comme on l'écrit? Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, j'avais rencontré Olivier il y a un certain moment et nous avions échangé autour du WFM et c'était assez intéressant parce que nous avions à cette époque, il y a quelques mois, partagé une vision commune, celle autour de la nécessité de revoir un peu le modèle WFM classique. Ça tombe bien parce que moi, mon histoire, elle a commencé en 2003 avec les BPO d'une manière générale. Et sur les 22 ans d'expérience à aujourd'hui, je cumule 17-18 ans en pure workforce management. Donc, j'ai pu voir un peu l'ensemble des étapes, on va dire, par lesquelles le workforce management est passé. Je peux même dire que dans certaines régions du monde, j'ai connu le WFM quand ça ne s'appelait pas encore WFM, ça s'appelait autre chose. Planification ou un mix entre planification et statistique ou toute autre chose. Voilà, donc à partir de l'année 2022, j'ai eu l'opportunité chez Foundever d'étudier un modèle assez pertinent, assez intéressant à cette époque, qui était celui des comptes globaux, ce que je gère aujourd'hui. Les comptes globaux, ils présentent tous une problématique assez conséquente, celle qui est, ils opèrent d'une manière générale, ils opèrent depuis un certain nombre de pays différents et en fin de compte, ils ont l'impression que le prestataire qu'ils ont en face, il ne gère pas le workforce management comme il faut, pour la simple et bonne raison que la gestion elle est un peu différente et différenciée. Donc, en 2022, j'ai mis en place la première brique de ce qu'on appellera aujourd'hui le Workforce Operating System pour connecter un peu tous les points et pour faire en sorte que on essaie de résoudre les problématiques les plus majeures. Plusieurs personnes vont se reconnaître quand je vais parler d'un certain nombre de problématiques. La première qui me vient en tête, là maintenant, c'est un sentiment de maîtrise. Donc, peu importe la taille de l'équipe des opérations des clients, il va toujours y avoir un certain nombre de personnes qui vont s'autoproclamer experts en WFM. Donc, il va y avoir ce sentiment de maîtrise et c'est ce qui va un peu réduire toute l'écoute et tout le poids qu'une équipe de professionnels peut apporter à l'édifice. En plus, je fais référence à ce qui a été dit avant par Cyril, merci pour cela. Le WFM, classiquement, c'est un nombre de piliers. C'est le forecast, la prévision, c'est la planification, c'est le dimensionnement, le reporting. Mais souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que ça fonctionne en silo. Il n'y a pas une vraie communication entre les différents piliers et on est confronté à des problématiques du type c'est pas mon travail, c'est le planificateur qui a fait ça. Moi, je ne fais que subir pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas eu de communication entre les deux. Donc, c'est assez fragmenté en fin de compte. Donc, l'idée du Workforce OS, qu'on va découvrir en 10 étapes, en 4 grandes phases majeures, c'est effectivement de pouvoir garder l'essentiel. Les piliers, on ne va pas les réinventer, ils sont toujours importants, mais on va tout simplement les manipuler d'une manière un peu plus intelligente. Donc, si tu peux, s'il te plaît, Olivier, passer ce slide vers le prochain. On va attaquer directement avec la première grande phase. Donc, le design capacitaire, ce qu'on appellera d'une manière générale design capacitaire, c'est 4 composantes. 1, la prévision. Bon, une prévision, elle n'est jamais vraie, elle n'est jamais exacte. C'est juste un exercice qui va nous rapprocher le plus d'un certain nombre de scénarios possibles pour lesquels on doit se préparer d'une manière un peu autonome. Dans la prévision, il va toujours y avoir un mix entre la partie statistique, qu'on va appeler statistique, c'est-à-dire étudier le passé, c'est du classique, voir les moyennes, les médianes, et puis faire un certain nombre de calculs savants. Mais ce qui est aussi important, c'est d'étudier les événements futurs, voir qu'est-ce qui va y avoir comme impact sur notre prévision après une décision de marketing ou à travers le release d'un nouveau produit ou à partir d'un moment où il y a quelque chose qui va se passer dans le business dans les futures semaines ou mois. C'est là où on peut préparer une prévision qui va toujours être fausse. Par définition, dans le workforce management, the forecast is wrong.
mais à un certain moment, comme on a dit, on va se préparer pour le pire. La partie dimensionnement, elle est aussi très importante, mais moi, je la vois d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire, on part toujours de la prévision, on construit un peu notre requis d'une manière générale. Il y a tant d'appels, tant de chats, et on va se dire à la fin qu'il va y avoir un besoin de X personnes. Et de l'autre côté, du côté BPO cette fois, on va calculer la vraie capacité à travers les bonhommes dont on dispose, la capacité à recruter, les durées d'apprentissage, ce qu'on appellera les learning curves ici, toutes les hypothèses de productivité, d'absence, de temps productif classique. Et là, c'est comme si on est en train de construire un pont, mais en partant des deux côtés en même temps pour se rejoindre au milieu. Un côté, c'est la prévision et l'autre côté, c'est les vraies capacités humaines dont dispose une entreprise actuelle et future. Et l'objectif, c'est vraiment de se rejoindre au milieu pour trouver un bon compromis. Il ne faut surtout pas hésiter à un certain moment de dire que pour traiter 1000 appels de plus, ça va me coûter, j'en sais rien, peut-être 20% de rentabilité en moins. Est-ce peut-être pas la bonne décision à prendre? Viendra aussi la partie simulation qui est très importante. Sur les 3 dernières années, à minima, je n'ai jamais livré un dimensionnement unique, mais toujours 3 versions. Une version qu'on va appeler un plan pessimiste, c'est-à-dire si tout se passe mal, voici ce qui va se passer. Une partie très optimiste, c'est-à-dire que nous avons maîtrisé toute la chaîne de valeur. Et une partie qu'on appellera réaliste, et c'est ça la recommandation de WFM, qui va toujours être faite aux opérationnels. Donc, cette simulation est très importante. Et ce qui est nouveau, très nouveau par rapport à cette grande phase de design capacitaire, c'est l'alignement. Il faudra absolument s'inscrire dans une approche où tous les stakeholders, toutes les personnes autour de la table, RH, finance, opération, tout le monde soit conscient de l'effort à fournir, tout le monde soit conscient que chaque chiffre qui a été introduit dans une matrice, quelle que soit la nature de ce KPI introduit, il va avoir un impact et que le seul moyen, c'est d'être conscient, d'être aligné, d'être vraiment prêt à l'exécuter. Et cette phase alignement, elle change pas mal la donne parce qu'elle crée un certain stress positif au niveau du delivery et aussi pour créer des alertes. Donc, si on peut passer au prochain slide, on va directement attaquer à la deuxième phase, qui est l'exécution opérationnelle. Donc, maintenant que toute la partie design elle a été faite, on connaît un peu les volumes, la nature des flux qu'on va recevoir, on a établi nos scénarios, on s'était aligné avec les opérationnels, la RH, sur l'effort à fournir. Par exemple, il faudra recruter un certain nombre de personnes dans 2 mois ou dans 3 mois. Là, on va planifier, on va carrément rentrer dans une phase assez tactique avec les horaires, avec les contraintes, avec les jours fériés, avec tout ce qu'on sait. Donc ça reste assez classique. Mais de plus en plus, on remarque qu'il y a la préférence des agents qui prend plus de valeur et de place. Et je pense que c'est pas mal, parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu Cyril tout à l'heure parler de 35 modèles de planification. C'est vrai, et ça peut être même beaucoup plus en fonction des pays, en fonction des contraintes. Et je pense que l'une des méthodologies aussi pour faire baisser un peu ce nombre impressionnant de modèles de planification, qui sont souvent source d'erreurs, c'est d'ouvrir la préférence aux agents. Alors, cette préférence, elle n'est pas absolue, parce que sinon, on va avoir tout le monde qui se positionne à 8 heures du matin et pour finir à 16 heures. Mais la préférence, elle va interagir avec les courbes de charge d'une manière assez étroite et va être aussi pilotée à travers un certain nombre d'indicateurs. Donc, on offre la possibilité aux agents de dire voici ce que je préfère, voici idéalement la planification qui me parle le plus. Maintenant, en fonction de quelques critères, elle va être exécutée ou pas. Généralement, d'après mon expérience, 80% des préférences sont satisfaites. Après, les agents, ils jouent le jeu, tout le monde joue le jeu, et puis ça rend un peu l'équation agréable. Quand on parle de piloter maintenant, on passe au VG, on passe au real-time analyst, qui ont un rôle qui est très précis, celui de remédier à toutes les problématiques qu'on va rencontrer dans une journée. Bien sûr, tout ce qui est planifié, il est planifié en fonction encore une fois, des pratiques. Il est planifié à 2-3 semaines en avance.
mais la partie real-time, elle va intervenir directement sur la journée et sur la journée plus 1. Mais ça veut aussi dire qu'elle va préparer tout ce staff une semaine avant, 3 jours avant. Ça veut dire que minimum 3 jours avant, l'équipe real-time va devoir à un certain moment jeter un coup d'œil sur tout ce qui a été planifié, épurer, retirer les absents, retirer les congés de dernière minute, enfin actualiser un peu cette planification. Comme ça, elle prépare le staff pour la semaine à venir ou pour les semaines à venir. Et au jour J, Ok. elle va commencer à vraiment piloter les cas spéciaux. Alors, je t'interromps, Zakaria, et pour faire une remarque, c'est qu'effectivement, d'abord, sur pardon, la préférence des agents, c'est effectivement des éléments qu'on voit, nous, chez l'ensemble de nos clients, et qui est précieux pour les agents et qui permet vraiment de travailler les sujets du workforce management avec les équipes qui s'aperçoivent assez vite qu'en fait, le sujet va complètement dans leur sens. Euh, il va falloir qu'on l'accélère un petit peu parce que je vois que le temps est en train de courir. Donc, on est partagé entre aller dans le fond du fond ou raccourcir un peu. Zakaria, en 2-3 points, quelles sont les dernières phases à mettre en place, hein, si on peut accélérer un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, il reste 4 critères sur cette partie de WorkForce OS. La communication décisionnelle, c'est la 3e phase. Après avoir planifié et exécuté, là, on part directement sur une analyse approfondie de tout ce qui a été fait, informer et gouverner. Informer, c'est peut-être le point le plus important ici. En résumé, différents reportings doivent être produits avec une histoire à raconter par niveau de poste. Les superviseurs, ils ont un reporting, les RH, ils ont un reporting différent pour permettre à chacun de vraiment piloter ce qu'il doit piloter. Et la dernière chose, enfin le dernier slide, c'est vraiment cette partie amélioration continue. Chaque modèle doit être pérennisé et pas tout simplement rester théorique. Pérenniser veut dire être capable de le transmettre très simplement avec la formation qui va avec des points d'audit assez fréquents pour toujours mesurer la robustesse du système. Donc ça, c'est le Workforce Operating System qui a été produit en se basant sur des éléments concrets du terrain et qui a pour simple objectif de résoudre les problématiques de A à Z. Un petit témoignage, un cas de retour sur l'un des clients que j'avais géré, très, très gros. Je pense que je manageais pour ce client une 2500 positions. Quand on avait démarré, il y avait un gros problème sur la commande elle-même. Le nombre d'heures que ce client commandait, on n'arrivait jamais à les atteindre. Il y avait une équipe WFM qui travaillait en silo. Et après l'implémentation du Workforce OS, le résultat était tout simplement de passer par une zone neutre de 2 mois sans malus et de transformer toute la relation en bonus pour les mois qui en suivent. Ok, super. Donc, bravo et puis et merci beaucoup, c'est extrêmement clair et je crois que là, on a vraiment un point étape par étape avec de la méthodologie et des outils.